du Bénin. Le café numérique de ce jour, vendredi 5 février 2021, porte sur le thème le coton, l'anarcade et les vivres et les vivriers, opportunités pour les jeunes dans le PDA 4 des départements Borgo Sud, Donga et Colline pour mieux explorer les contours de cette thématique. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce jour M. Issaka Kassimou, directeur général de ATDA 4, qui a accepté, malgré son agenda très chargé, de se soumettre à cet exercice. Monsieur Issaka, soyez en remercié. Pour le bon déroulement de ce café numérique, le code de conduite sera inchangé. Seul celui qui a la parole active son micro, se présente par son nom et son prénom et exprime ses préoccupations. Les autres participants coupent leur micro pour éviter les interférences au cours de la communication. Nous passerons à la phase des questions-réponses après l'intervention de M. Issaka qui durera environ une quinzaine de minutes. La modération sera assurée par moi-même, M. Maoussi Abeko, chef service transit routier inter-État et services concédés à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au département, services délégués et régions. Je vais donc laisser la parole à M. le directeur général de l'ATDA 4 pour sa présentation. Monsieur le directeur général, tout l'honneur est à vous. Merci. Le choix porté sur l'ATDA du pôle 4, qui est une agence qui est dédiée à la promotion des filières agricoles prioritaires du pôle, à savoir l'anacade, le soja et le manioc. En plus de ces trois filières, s'ajoutent des filières dites en diversification. C'est dans ce lot que vous trouvez par exemple la filière maïs, qui a une filière de diversification au niveau du pôle 4. Donc, d'entrée de jeu, puisque la thématique porte sur les opportunités d'emploi, je vais d'abord vous préciser que nous sommes ici dans le cas spécifique de ce que nous pouvons appeler les emplois du secteur, au niveau du secteur agricole. Au niveau du secteur agricole, parce que nos actions portent essentiellement sur les filières agricoles. Et quand je dis filières agricoles, c'est aussi bien les filières végétales que les filières animales. Donc, il ne faut pas que l'on occulte cet aspect. Même les filières halieutiques. Donc, ce que nous pouvons dire, lorsque nous prenons les filières agricoles, il faut distinguer essentiellement quatre principaux maillons. Et le premier des maillons, ça concerne tout ce que nous appelons le maillon intrant. C'est-à-dire tout ce qui entre dans les condiments. C'est en quelque sorte les condiments pour pouvoir préparer la bonne sauce. C'est les semences, c'est tout ce qui concerne les engrais, c'est aussi les produits de traitement tels que ce que nous appelons dans notre jargon les pesticides, c'est-à-dire tout ce qui peut détruire les ennemis des plantes. Ça, c'est au niveau intrant. Lorsque nous prenons les intrants de façon globale, c'est dans ça que nous mettons, par exemple, si je prends une culture comme l'anacardier, c'est dans ça que nous mettons les plants que les planteurs mettent en terre. C'est-à-dire que pour l'anacardier, soit vous mettez la graine en terre, soit la graine est mise dans un pot, ça pousse et puis ça devient jeune plant et que nous transplantons pour installer notre plantation. Et à ce niveau-là, déjà, nous avons un corps de métier. Un corps de métier que nous appelons les pépiniéristes. Lorsque vous prenez ces pépiniéristes,
aujourd'hui au Bénin, ils sont organisés. Nous en avons une quarantaine qui sont vraiment titulaires de poste. Et puis, nous avons 10 qui sont sur la liste supplémentaire. Donc, ce sont ces 50 que nous encadrons véritablement. Et les emplois qui sont à ce niveau, figurez-vous, il y a que le pépiniériste même qui est propriétaire de son entreprise, qui utilise de la main-d'œuvre, les gens qui font le greffage. Le greffage consiste à aller prélever des greffons, c'est-à-dire des jeunes pousses sur des arbres que nous appelons arbres mères ou arbres élites, pour venir greffer sur les petits plants qui seront destinés à être transplantés sur le terrain le moment venu. À ce niveau-là, déjà, ceux qui sont chargés d'aller chercher, d'abord d'identifier ces arbres que nous appelons arbres mères, c'est déjà des opportunités d'emploi. Tout à l'heure, ce matin, je viens d'envoyer un message pour ces agents, ces catégories d'agents que nous appelons des prospecteurs. Ces prospecteurs, on les avait utilisés l'année dernière. C'est eux qui sont chargés d'aller sur le terrain auprès des producteurs, de nous aider à identifier des arbres qui ont une certaine caractéristique, c'est-à-dire une certaine vigueur, qui peuvent produire beaucoup plus de noix que les autres, ainsi de suite. Donc, nous avons déjà cette catégorie d'agents, les prospecteurs. Maintenant, ces prospecteurs identifient les arbres élites ou les arbres mères, et c'est au niveau de ces arbres mères que maintenant le pépiniériste va chercher des greffons. Lorsque, par exemple, vous avez sur votre plantation ces catégories d'arbres mères, vous êtes un planteur, vous avez des arbres mères sur votre plantation, le pépiniériste qui vient pour collecter des greffons au niveau de ces arbres mères, il vous paye quelque chose. Vous, en tant que planteur, propriétaire de cet arbre-là, il vous paye quelque chose au niveau c'est-à-dire pour avoir prélevé des greffons sur ces pieds-là. Donc, c'est déjà aussi une opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez être un planteur, mais aussi qui dispose d'un certain nombre d'arbres mères sur lesquels les gens viennent faire des prélèvements et ils sont rémunérés pour ça. Bon, en plus de ça, le pépiniériste lui-même, il a au niveau de sa pépinière un certain nombre de professionnels. Il y en a qui sont chargés de faire le greffage. Là. Il y a surtout les femmes qui sont chargées de faire le greffage et sont rémunérées par pied. Lorsque vous greffez un pied, vous êtes rémunéré par rapport à ça. Il y en a qui sont chargés de l'entretien de la pépinière. Donc, tout ce qui est arrosage, traitement phytosanitaire, tout ça là. Donc, ça aussi, c'est des corps de métier. Mais lorsque l'arbre arrive à prendre, c'est-à-dire le plant prend, il y a des gens qui sont recrutés par ces pépiniéristes-là. Parfois, ce sont leurs enfants, parfois, ce sont leurs épouses, ou ils font carrément appel à une main-d'œuvre extérieure pour faire l'entretien régulier de ces pépinières. Donc, ceux-là, ils sont rémunérés aussi sur la base du nombre de plants dont dispose le pépiniériste sur sa pépinière. Maintenant, lorsque la plante, le plant atteint l'âge pour être transplanté sur les plantations, nous avons aussi ceux qui s'occupent du transport. Par exemple, les propriétaires, les détenteurs de tricycles qui passent au niveau de ces pépinières-là, qui chargent les plants et les distribuent au niveau des plantations comment dirais-je, pour lesquelles ces plants sont destinés. Maintenant, au niveau des plantations proprement dites, nous avons ceux-là que nous appelons prestataires de services privés. Allô, vous me suivez? Allô? Oui, je vous suis. Vous me suivez? Nous vous recevons 5 sur 5. D'accord. Donc, au niveau de la plantation, nous avons des prestataires de services. D'accord, des prestataires de services privés. Ces prestataires de services privés n'existaient pas avant l'avènement des agences territoriales de développement agricole. C'est à notre arrivée que nous avons instauré ces prestataires de services. On les a créés, on les a formés. Ils sont chargés d'accompagner les planteurs pour la mise en terre des plants reçus des pépiniéristes. Donc, il y a des manières spécifiques de faire ce genre de transplantation. On ne creuse pas en désordre, on ne met pas le plant en terre en désordre.
il y a des manières bien précises pour le faire. Donc, ceux-là sont là, ils sont aussi rémunérés sur la base de la superficie mise en terre. Donc, voilà au niveau, par exemple, de la seule, du seul plan, là, le nombre, les différents emplois que nous avons. Maintenant, une fois que le plan est mis en terre, vous pouvez faire recours à des spécialistes qui s'occupent de l'entretien de ces plants dans votre plantation jusqu'à ce que ces plants grandissent et puis aillent à maturité. Donc ça, c'est le niveau pépinière. Maintenant, lorsque vous prenez le volet toujours intrant, je suis toujours au niveau des intrants, le premier volet, le premier maillon, et je vous ai parlé des engrais, je vous ai parlé des produits de traitement, des produits phytosanitaires. Bon, pour le cas spécifique de l'anacardier, pour le moment, le Bénin fait pratiquement ce que nous pouvons appeler une production bio, puisque ces genres de traitements, ou bien l'engraissage, tout ça là, l'anacardier ne bénéficie pas de ça. Mais lorsque vous prenez le maïs, contrairement à l'anacardier, nous mettons l'engrais, nous faisons des traitements phytosanitaires, mais la production de semences au niveau du maïs est différente de la production des plants au niveau de l'anacardier. Et au niveau du maïs, nous avons des spécialistes qu'on appelle des semenciers. Ces semenciers sont formés pour la production des semences. Ce que nous appelons semences, c'est les grains que nous mettons. D'accord. Donc, il y a des spécialistes qui sont chargés de produire les semences. Pour le cas spécifique du maïs, par exemple, donc, ils produisent ces semences, ils les livrent à des producteurs qui les utilisent directement au champ et pour avoir une bonne récolte. Bon, maintenant, lorsqu'on prend les engrais et les produits de traitement, à ce niveau, il y a des gens qui sont agréés pour le faire, pour livrer l'engrais, pour livrer les pesticides, les produits de traitement. Donc, au niveau interne, ce qu'on peut dire de façon ramassée. Et on peut aller beaucoup plus dans les détails, mais vu le temps que nous avons, dont nous disposons, donc c'est ce qu'on peut retenir au niveau des intrants. Maintenant, quand on quitte les intrants, on vient au niveau du deuxième maillon, qui est la production proprement dite. Donc, on a déjà préparé les plants, on a déjà préparé les semences, tout ça. Il faut mettre en terre. Donc, que ce soit les grains ou la graine, que ce soit les plants, j'ai déjà parlé des plants, qu'il y a des spécialistes pour pouvoir faire les trouaisons, pour pouvoir mettre les plants en terre, ainsi de suite. Lorsque vous prenez le cas du maïs, c'est souvent aux bonnes dames que les producteurs font recours. Ils font les semis soit en ligne, soit en vrac, en fonction de ce que les moyens dont dispose le producteur. Maintenant, une fois que le produit est mis en terre, il faut faire l'entretien. Lorsque vous prenez les entretiens, le nettoyage, par exemple, ce que nous appelons le saclage, au niveau de certaines spéculations, c'est 3 fois l'an. Donc, il faut faire recours à la main-d'œuvre. Nous avons 2 catégories de main-d'œuvre à ce niveau-là. Il y a de la main-d'œuvre qui est permanente sur le site ou la main-d'œuvre qui est temporaire. Lorsque vous prenez la main-d'œuvre permanente, c'est beaucoup plus les parents, les enfants du propriétaire. Bon, nous avons aussi une autre catégorie de main-d'œuvre maintenant là, où les gens vont chercher la main-d'œuvre soit au Togo, soit au Burkina Faso, pour séjourner sur la plantation pendant tout son cycle. Le cycle, si ça dure 6 mois ou 7 mois, ils passent tout le temps sur la ferme et à terme, soit ils sont rémunérés en espèces, soit c'est une moto que le propriétaire achète à celui-là avec un peu de sous, puis il retourne chez lui dans son pays. Maintenant, la main-d'œuvre qui est permanente, c'est ceux-là qui ont un peu plus de moyens et qui recrutent 2 ou 3 jeunes qui séjournent dans la ferme, ils font tout, y compris l'élevage, l'entretien des cultures, ainsi de suite. Donc, voilà les possibilités qui existent au niveau des plantations proprement dites. Lorsque vous prenez le cas spécifique de l'anacarde, il y a ceux qui sont chargés de ramassage. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais dans un village de la commune de Tchaourou, où j'ai même des images ici.
il y avait plus de 15 personnes qui étaient là, qui travaillaient, qui ramassaient les noix avec les pommes et séparaient les pommes des graines, des noix et faisaient aussi le séchage. Donc, nous avons ces catégories de main-d'œuvre au niveau de la production proprement dite. Bon, il reste 2 maillons, transformation et puis commercialisation. Voilà. Au niveau, le DP, mon directeur des programmes en train de me souffler, le cas spécifique de l'anacardier, nous avons des opérations de réhabilitation des plantations. La réhabilitation des plantations, c'est en fait, nous avons des plantations qui ont un certain nombre d'années, qui ont commencé par vieillir un peu, et puis leur production n'est plus ce qu'on aurait souhaité. Donc, nous intervenons sur cette plantation-là. Et comment nous faisons ça? Nous recrutons ceux-là que j'ai appelés tout à l'heure prestataires de services privés. Les prestataires de services privés qui sont formés, sont recrutés et sont chargés de mener un certain nombre d'opérations sur le terrain au niveau de ces plantations-là. D'abord, c'est l'élagage des branches qui sont touffues. C'est des éclaircies, c'est-à-dire que la plantation est trop serrée, il faut enlever quelques pieds à l'intérieur. Nous avons le désherbage pour nous mettre le truc au propre et puis le surgreffage. Le surgreffage, je vous ai déjà parlé du greffage au niveau des pépinières. Lorsque nous sommes au niveau des plantations qui ont déjà un certain nombre d'années d'âge, on parle de surgreffage pour pouvoir donner un peu plus de vigueur à la plante pour une bonne production. Donc, ce sont des corps de métiers qui existent au niveau de cette filière. Nous avons, au niveau de la transformation, ça dépend de la filière, de la spéculation. J'appelle ici spéculation ce que vous appelez ordinairement la culture. Donc, lorsque vous avez affaire, par exemple, à l'anacardier, il y a 2 types de produits là qui sont transformés. Nous avons des pommes qui sont transformées en jus de pomme. Nous avons des noix qui sont transformées en amandes. Les amandes que vous appréciez beaucoup. Donc, à ce niveau, au niveau de la transformation, il y a 2 types de transformation. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Énormément de main-d'œuvre. Lorsque vous prenez, par exemple, la transformation de pommes en jus, il y a des femmes qui sont chargées d'aller ramasser ces pommes-là dans les champs. Il y a des transporteurs qui sont chargés de faire le transport depuis les champs jusqu'au niveau de l'unité. Il y en a qui sont chargés de faire le lavage. Il y en a qui sont chargés de couper, de peler, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de main-d'œuvre que cela mobilise. Et actuellement, au Bénin, nous avons un certain nombre, une vingtaine, un peu moins de 30 unités de transformation qui consomment énormément de main-d'œuvre. Bon, la seule difficulté que nous avons à ce niveau, c'est que c'est des activités temporaires. C'est-à-dire que ça dure peut-être 3 mois dans l'année. Donc, ce que les financiers de ces unités font maintenant, c'est qu'au lieu de transformer les pommes de cajou en jus, ils associent d'autres produits tels que, par exemple, l'ananas, la mangue, ainsi de suite. Donc, au moment où les pommes de cajou ne sont pas disponibles, ils ont au moins accès à l'ananas. Quand l'ananas n'est pas là, ils ont accès à la mangue, ainsi de suite, jusqu'à de façon à couvrir toute l'année. Donc, à ce niveau, on a beaucoup plus des ouvriers qui sont plus ou moins utilisés pendant toute l'année. Lorsque nous prenons la transformation des noix en amandes, là, c'est beaucoup plus des unités de transformation qui sont plus sophistiquées. Et les statistiques ont même montré que lorsque vous avez une unité de capacité 5000 tonnes par an, vous pouvez utiliser jusqu'à 300 personnes comme main-d'œuvre au niveau de cette unité. Surtout les femmes. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font à ce niveau-là, au niveau de ces unités-là. Aujourd'hui, je crois qu'on a une quinzaine au Bénin. Bon, c'est vrai que toutes les unités n'ont pas pu fonctionner à cause des difficultés d'accès aux noix, parce qu'elles estiment que les noix sont un peu chères, elles n'ont pas le fonds de roulement pour avoir accès aux noix, ainsi de suite, ainsi de suite.
mais c'est des activités quand même qui sont... Ouais. Il y a aussi les petites unités de transformation qui ne sont pas on peut dire, de grand calibre, pas industriel, et qui font leur exploit aussi sur le terrain, parce que la transformation ne se fait pas qu'au niveau des grandes unités. On en a pas moins d'une trentaine, mais voire plus, qui travaillent sur le terrain avec les moyens de bord, et lorsqu'elles sortent leur production, vous les croisez dans les feux avec de petits emballages. Ces unités-là procèdent à la livraison de leurs produits aux consommateurs. Là aussi, ce n'est pas beaucoup, mais ça impacte également disons, la consommation des noix qui sont produites au Bénin, et ça aussi, ça va dans le circuit de la consommation locale, surtout. Voilà. Donc, voilà un peu au niveau de la transformation. Et les produits qui sont transformés sont consommés soit localement, soit exportés. Surtout pour les grandes unités de transformation, ça va à l'extérieur. Et au niveau du Bénin, nous en avons une quinzaine, on a dit tout à l'heure. Bon, lorsqu'on prend maintenant la commercialisation, qui est le dernier maillon, à ce niveau, lorsque vous prenez... Bon, peut-être on va revenir en arrière. Hein. Lorsque vous prenez le maïs, une culture comme le maïs, la transformation se fait aussi en divers sous-produits. Mais là, ce n'est pas encore trop développé, la transformation industrielle, sauf au niveau de la production, par exemple, de la bière, où nos brasseries essayent de... qui fabrique les farines. Voilà. Nous avons aussi des unités de production de farine de maïs. Il y a aussi de petites unités artisanales que nous rencontrons dans nos localités, soit pour la production de ce que nous appelons akassa chez nous, les guilas. Donc, c'est des petites choses, mais qui mobilisent beaucoup de main-d'œuvre et qui occupent surtout nos mamans dans les villages. C'est vrai que à ce niveau, bon, la consommation en main-d'œuvre est encore faible. Et ce n'est pas comparable à celle de filières comme l'anacarde. Maintenant, si on prend la commercialisation au niveau que ce soit au niveau du maïs ou au niveau de l'anacarde, ça mobilise énormément de gens. Et plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour avoir accès aux produits. Il y en a qui déposent déjà l'argent au moment où le producteur est en train de préparer le terrain. Et il y en a qui attendent lorsque le produit sort, ils en achètent directement. Il y en a qui font l'opération que nous appelons le warrantage, qui déposent, c'est-à-dire c'est des stockages spéculatifs. Ils attendent que le produit prenne énormément de valeur avant de le commercialiser sur le terrain. Donc, en fonction des différentes cultures que nous avons au niveau de la commercialisation, on a différents acteurs qui interviennent. Lorsque vous prenez le cas spécifique de l'anacarde, nous avons des commerçants au niveau local, nous en avons qui font l'exportation, il y en a qui servent d'intermédiaires pour pouvoir ravitailler ceux qui font l'export. Donc, ainsi de suite. Il y a aussi à ce niveau, ça mobilise beaucoup de transporteurs, que ce soit à l'intérieur des communes, c'est-à-dire des fermes, que des fermes vers Cotonou, où les produits sont convoyés au port. Donc, il y a aussi les manutentionnaires. Donc, ça mobilise beaucoup de main-d'œuvre. Donc, vous comprenez avec nous que au niveau des filières agricoles, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, beaucoup d'emplois. Parfois, c'est précaire, parfois, c'est temporaire, parfois, c'est permanent. Donc, voilà de façon ramassée ce qu'on peut dire. Maintenant, tout ce qui accompagne ça, là, lorsque vous prenez par exemple la production proprement dite, nous avons des machinistes, nous avons des gens qui font au labour, des gens qui font prestation par rapport à la récolte, puisque pour faire de grandes superficies, on a recours à ces unités, à des machines, des tracteurs qui sont au niveau de l'autre jargon, on appelle ça des
on a des moissonneuses qui sont chargées de faire des récoltes lorsque vous êtes sur de grandes superficies. Lorsque vous avez dit la récolte manuelle est très compliquée, donc ils utilisent des moissonneuses. Donc ça aussi, c'est un corps de métier qui se développe actuellement parce que avec l'appui du FNDA, le gouvernement du Bénin a mis en place un certain nombre, je crois, au niveau du pôle 4, nous en avons reçu 110. On passe de ferme en ferme pour faire les opérations de labour. Et ces tracteurs sont aussi dotés de remorques et qui sont utilisés pour faire le transport, le déplacement des produits, le rapprochement des produits. Donc, c'est beaucoup de possibilités au niveau du secteur agricole. Il y a aussi des jeunes qui sortent qui s'organisent pour donner le conseil agricole, c'est-à-dire pour apprendre aux producteurs les différentes itinéraires techniques qu'il faut pour pouvoir aboutir à une bonne production. Donc ça, c'est des possibilités d'emploi qui existent au niveau du secteur. Ce n'est pas spécifiquement lié ni au maïs ni à l'anacarde. C'est pour l'ensemble, c'est des aspects transversaux de notre débat. Voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée. Je crois qu'avec les questions, on pourra aller davantage dans les détails. Je vous remercie. Je note que je suis ici avec le directeur des programmes, M. Kodjo Siaka, qui est à mes côtés ici. Nous sommes prêts pour recevoir les questions et apporter les éléments de réponse. Merci à vous. Merci bien, monsieur le directeur général, pour votre brillante présentation. Je crois que tous ceux qui étaient en ligne ont eu à vous suivre avec grande attention. Et comme le dit bien le thème, comme le stipule le thème de notre café numérique, nous constatons que la filière agricole offre de nombreuses opportunités pour les jeunes. Et j'ai cru retenir ou cru entendre que quand on parle de filière agricole, qu'elle s'organise en 4 maillons. Nous avons les intrants, le maillon des intrants, nous avons le maillon de la production, nous avons la transformation et aussi la commercialisation. De la commercialisation, nous avons l'exportation vers les autres pays ou vers les autres contrées. Donc, au niveau de chaque maillon, selon ce que vous nous avez présenté, nous avons 2 types d'emplois. Nous avons les emplois temporaires et puis nous avons les emplois pérennes. Donc, du coup, nous pensons que le gouvernement a eu raison de pouvoir mettre un accent particulier aujourd'hui sur l'agriculture pour pouvoir régler en partie le problème de chômage au niveau de la jeunesse. Je crois que nous allons à présent inviter les intervenants, laisser la parole aux intervenants et à chaque fois que des préoccupations seront posées, nous allons revenir vers vous pour que vous puissiez répondre et éteindre la lanterne par rapport à toutes ces préoccupations-là. Donc, nous allons retourner vers les intervenants. S'il y en a en ligne, nous allons, par le biais de notre service technique, leur donner la parole pour que nous puissions aller au plus rapidement. Merci bien. Okay. Monsieur Constant Dansou, vous avez la parole. Oui, bonjour l'équipe. J'espère que vous m'entendez. Je vous remercie pour l'organisation. Voilà. J'ai rattrapé le direct au fil. Je viens de vous rejoindre. J'espère que vous m'entendez, sinon je ne suis pas en train d'entendre des signaux d'écoute. Nous vous recevons 5 sur 5. Nous vous recevons 5 sur 5. Parfait. Je vous remercie déjà pour l'organisation. Enfin, je voulais savoir si, concernant l'agriculture, avec ce que les jeunes organisent, s'il y a des programmes d'accompagnement, des programmes d'accompagnement dans ce que les jeunes sont en train de faire
pour l'agriculture. Si voilà, il y a des structures pour accompagner, pour apporter, comment dirais-je, pour apporter un plus des informations. Je souhaite avoir des informations dans ce sens. Voilà, c'est ma première question, puisque j'ai suivi, j'ai rattrapé l'émission il y a environ 30 minutes. Voilà, c'est ce que je voulais dire en premier. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Dansou, vous avez oublié de vous présenter. Oui, excusez-moi. Le domaine d'intervention. Voilà, excusez-moi, je m'appelle Dansou Constant, voilà, et je suis technicien en électrotechnique et électronique. Voilà, je fais des conceptions dans l'agriculture et l'intérêt des objets. Très bien. Donc, si je scène bien votre préoccupation, c'est de savoir s'il y a des structures d'accompagnement pour les jeunes au niveau des secteurs agricoles aujourd'hui. Au niveau de la TDA 4, c'est-à-dire dans le Bordeaux Sud. Oui. C'est bon? Oui, c'est ça. Ok, je crois que le DG, il vous écoute et il saura répondre rapidement à votre préoccupation. Merci bien. Merci. DG, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Siaka, je vous prie d'activer votre micro et de pouvoir parler. Nous vous suivons. Vous m'entendez? C'est bon, nous vous recevons maintenant. Ok, merci. En fait, je remercie M. Constant pour sa question. Et je disais ceci. Je suis sûr que vous avez constaté ces derniers temps-ci que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le DG du Fonds national de développement agricole étaient en train de sillonner le pays, c'est-à-dire tous les pôles de développement agricole, les 7 pôles, pour porter la bonne nouvelle aux jeunes et aux femmes, à savoir que le gouvernement du Bénin, pour la première fois, a initié un vaste programme. Le Fonds national de développement agricole a créé un fonds pour accompagner la jeunesse et surtout les femmes. Ça fait à peu près 100 milliards qui sont dédiés à cette opération pour sa première phase. Parce que les gens, on a constaté que le problème d'accès au financement se pose avec acuité au niveau de ce secteur-là. La plupart du temps, les banques n'aiment pas accompagner. Lorsque vous êtes producteur ou vous avez des initiatives dans le secteur agricole, vous rapprochez des institutions financières, elles ne sont pas prêtes à mettre des ressources à votre disposition tout de suite parce que, estimant que c'est des activités qui sont très risquées, dépendant des conditions climatiques qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, tourner au vinaigre. Donc, ça fait que ces institutions-là ne font pas trop confiance pour pouvoir financer le secteur. Donc, le gouvernement du président Talon a compris la chose et actuellement, il y a une grande enveloppe qui est mise à la disposition des jeunes et des femmes pour pouvoir financer les activités dans le secteur agricole. Donc, si les gens n'ont pas encore l'information, qu'ils se rapprochent soit des agences de développement agricole, agences territoriales de développement agricole, soit du FNDA lui-même à Cotonou, pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce paquet-là. En dehors de ce programme du Fonds national de développement agricole, nous avons aussi des projets et programmes qui sont sur le terrain. Actuellement, notre équipe est dans les collines pour écouter, faire des entretiens à des jeunes qui ont soumis des projets à financement au niveau d'un nouveau projet que nous appelons le PADAM. C'est un projet de la Banque mondiale qui accompagne le développement agricole et l'accès au marché. Donc, nous avons 1100 jeunes
à financer au niveau du territoire national et au niveau de notre pôle ici. Nous en avons au moins 200 à 300 que nous allons accompagner. Ils ont déjà fait la première étape qui consiste à soumissionner, à soumettre des projets. Ça a été apprécié, évalué. Les gens qui ont passé la première étape sont en train de faire leur entretien actuellement, à l'heure où nous sommes en train de vous tenir compagnie. Ils sont sur le terrain avec nos collaborateurs et d'ici à là, ceux-là vont bénéficier du financement de ce projet-là. Nous avons aussi le projet d'appui à l'agro-business, projet de développement de l'agro-business qui est cofinancé par le gouvernement du Bénin et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. À ce niveau aussi, pour ce qui concerne notre pôle, c'est 100 jeunes qui seront financés. Ils ont déjà soumis leur projet aussi. Et les 100 sont déjà retenus. Ils bénéficient d'un certain nombre de formations pour le moment pour pouvoir passer à l'étape financement. Et tout ça là se fait dans toutes nos cellules communales. Lorsque vous allez dans une commune, ce qu'on appelait avant secteur agricole, c'est devenu cellule communale des ATDA. Et si vous allez là, vous avez tous les renseignements qu'il faut pour pouvoir soumissionner à ces genres de projets. Nous avons aussi au niveau de ces projets, programmes, ceux qui interviennent directement sur le terrain sans forcément passer par les agences territoriales de développement agricole. Mais nous essayons de coordonner les activités de ces gens-là sur le terrain. Nous faisons des séances de travail ensemble pour harmoniser les approches d'intervention. Bon, il y a aussi ce que nous appelons e-agriculture, c'est-à-dire agriculture électronique. Je crois que notre frère Comlan, Constant, doit se retrouver à ce niveau-là parfaitement. Donc, il y a pas mal de choses que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir faciliter la production au niveau de l'agriculture. Quand je dis agriculture, je veux bien dire production végétale, production animale, production halieutique. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à notre frère Constant. Merci DG pour les explications et les réponses apportées. Je crois que M. Constant Dansou, qui est actuellement en ligne, a tout entendu et en cas de non-satisfaction, il pourra toujours revenir pour d'autres questions. Merci bien. Si nous avons d'autres intervenants ou si M. Dansou souhaite intervenir à nouveau, il peut solliciter la main puis il pourra parler. Monsieur Dansou. Oui, merci beaucoup, monsieur Moussa. Je vous remercie de m'avoir donné la parole à nouveau. Alors, j'ai suivi avec attention ce que le directeur a dit, monsieur le directeur a dit, et je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Toutefois, je souhaite également savoir quelle communication il y a autour de tout ce que vous venez de nous présenter, du fait qu'on n'a pas l'information. Monsieur Isaka. Oui. Bon, Monsieur Dansou revient à la charge. Oui, il souhaiterait avoir en fait le type de communication qui est faite autour de la chose, parce que vous avez tellement été clair, mais apparemment sur le terrain on ne voit pas, il n'y a pas une visibilité au niveau des jeux. Donc il aimerait avoir quand même une idée par rapport à tout ce qui est au type de communication, comment faire pour entrer en contact avec l'information et la bonne information. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Je suis sûr que M. Constant vit à Cotonou. C'est ça, non? M. Constant. Allô? Allô? Bien sûr, je suis à Cotonou. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Et vous savez que le pays est divisé en 7 pôles de développement agricole. D'accord. Et au niveau de Cotonou, vous êtes bien sûr au niveau du pôle 7. C'est le pôle qui s'occupe principalement de l'ananas et de l'aquaculture. Donc,
si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, vous avez deux chances là maintenant. Vous êtes à Cotonou, le FNDA est à Cotonou. Le Fonds national de développement agricole est à la direction l'Est, Sonapra, à Cotonou, à Papa. Et vous avez l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 qui est à Calavi, là où il y avait la direction générale du Cadet Atlantique. Donc, vous avez en plus de ça, le grand chapeau, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Peut-être que si vous allez au ministère, vous savez à quelle structure, à quelle direction ou à quel service vous adressez, mais allez directement au niveau soit du FNDA ou de la direction générale de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 7. Là, vous avez toutes les informations. Mais je suis surpris parce que même le ministre de l'Agriculture a fait tout le tour. Et c'est passé à la télé, dans les chaînes de télévision, à la radio, comme quoi le gouvernement vient de décaisser 100 milliards au profit des producteurs agricoles. C'est vrai que pour les autres projets, programmes qui sont sur le terrain, c'est un peu difficile, surtout si le projet n'intervient pas directement dans votre localité, dans votre commune. Bon, vous pouvez ne pas avoir l'information tout de suite. Mais avec votre métier, je suis sûr que vous êtes mieux placé que quiconque pour avoir accès à ce genre d'informations-là. Nous avons aussi au niveau de chaque commune ce que nous appelons les cellules communales, je l'ai dit tantôt. Elles peuvent vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin par rapport à ces aspects-là. Donc voilà comment tout est organisé. Nous avons aussi les directions départementales d'agriculture, élevage et pêche. Il y a les radios qui donnent des informations, mais on constate souvent que bon, les gens préfèrent capter RFI que de capter les radios nationales ou locales. Parfois, il y a beaucoup de choses que nous perdons par là. Donc, mais lorsque vous allez au FNDA, il y a des plaquettes qui sont éditées et qui sont distribuées gratuitement aux gens. Et vous pouvez avoir accès à l'information. C'est pas caché, c'est pas sorcier. Monsieur Constant. Donc, Monsieur Dansou. Oui, vous me donnez la parole. Vous avez la parole, merci. Merci beaucoup. Excusez-moi si je... Non, voilà. C'est intéressant. C'est plutôt un plaisir de vous écouter. Enfin, voilà, je ne savais pas que le pays était divisé en 7 pôles. Je viens de l'apprendre. À vous suivre. Est-ce que cela voudrait dire, étant donné que Cotonou est au niveau du 7e pôle et que c'est le secteur d'activité basé sur l'ananas, est-ce que cela voudrait dire que si je suis à Cotonou, forcément, ce que je dois faire, ça doit concerner uniquement l'ananas ou pas? Puisque ce que moi je fais, c'est de l'e-agriculture, c'est l'électronique et puis c'est programmé. Ça ne concerne pas uniquement l'ananas. Ce que je fais, c'est généralisé. Est-ce que cela voudrait dire que je suis dans un pôle où le secteur qui est de mise, voilà, c'est de l'ananas. Forcément, ce que je dois présenter doit être de l'ananas. Okay. Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Merci pour la question. C'est M. Kodjo qui vous parle. Vous êtes dans un secteur, heureusement, qui est novateur et vous êtes vous êtes dans un secteur qui est totalement transversal sur l'ensemble des filières qui sont en promotion au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est vrai que vous êtes à Cotonou, vous êtes rattaché ou bien vous êtes lié directement au pôle 7, mais vous n'avez pas besoin de concevoir ou d'entreprendre ou de vouloir faire de la promotion que dans l'ananas ou les spéculations connexes. Vous n'avez pas besoin. Si vous allez là, même si vous voulez travailler sur le palmier à huile, vous êtes dans votre droit. Même si vous voulez travailler sur, je ne sais pas, le manioc ou je ne sais pas quoi d'autre, vous avez toutes les informations au niveau de ce pôle-là, puisque au niveau de chaque pôle, en dehors des filières qui sont phares, qui sont en promotion dans ces pôles-là, il y a les filières de diversification qui
travaille sur l'ensemble des autres filières qui ne sont pas phares dans ces pôles-là. Et vous, comme vous disiez que vous étiez dans la technologie, technicien en électronique et tout, vous pouvez faire des conceptions. Comme vous le savez, il y a beaucoup de développement d'applications pour procéder à des recensements, pour procéder à des enquêtes, en tout cas pour documenter les filières en promotion sur lesquelles vous pouvez faire des choses qui sont très, très intéressantes pour... Et vous pouvez soumettre des projets dans ce domaine-là, dans votre domaine de compétences, pour être accompagné par les circuits qui sont définis et dont le directeur général a parlé tantôt. Donc, rapprochez-vous du FNDA, rapprochez-vous des cellules communales, rapprochez-vous du pôle 7, vous aurez l'ensemble des informations qui vous seraient utiles pour avancer dans vos ambitions. Voilà ce que je vous pourrais dire. Merci beaucoup et on est fini. Merci beaucoup, Monsieur Dansou. J'espère que vos attentes ont été comblées. Et nous sommes toujours là. Si vous, entre-temps, il y a d'autres préoccupations qui vous venaient à l'esprit, vous pouvez toujours demander la main et on vous donnera la parole pour pouvoir les poser. Merci beaucoup au directeur et à son collaborateur, M. Kojo. Nous allons à présent prendre d'autres intervenants s'il y en a en ligne. Merci bien. Je pourrais, M. Maouzi? Je vous reçois. Oui, je pourrais ajouter qu'au niveau du Fonds national de développement agricole, nous avons 3 types de guichets. Il y a 3 types de guichets. Il y a un guichet qui s'occupe de tout ce qui est, comment je vais appeler, c'est-à-dire création de conditions, la recherche au niveau du secteur agricole, tout ce qui est innovation au niveau du secteur agricole. Et là, on peut vous donner des subventions. Par exemple, M. Constant, tout à l'heure, a dit que lui développe des applications pour le secteur agricole. Lorsqu'il a un projet, il peut soumettre ce projet-là au Fonds national de développement agricole et il sera subventionné. Il y en a au niveau du guichet numéro 2. Là, nous avons les organisations de producteurs agricoles qui peuvent, voilà, les institutions de recherche qui peuvent soumissionner des projets pour être subventionnés. Je dis bien subventionnés, c'est-à-dire là, c'est des subventions. Mais le gros lot, c'est le guichet numéro 3. Et là, c'est des lignes de crédit que le gouvernement a ouvertes au niveau des banques. Là, vous faites votre dossier, vous déposez directement dans une banque et au niveau de l'agence territoriale du développement agricole qui couvre votre territoire, le ressort de votre territoire. Et puis, ces dossiers sont étudiés directement par la banque. Là, c'est des prêts. Vous pouvez aller jusqu'à 500 millions même de francs CFA. Vous pouvez demander 500 millions. Maintenant, le gouvernement garantit 50% de ça. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le promoteur qui garantit le crédit à 100%, le gouvernement le garantit à 50% déjà pour vous et met une ligne de crédit à la disposition de ces institutions financières-là, que ce soit au niveau des structures financières décentralisées, SFD, ou au niveau des banques. Donc, vous pouvez aller vers une structure financière décentralisée. Là, vous avez au maximum 50 millions que vous accordez comme crédit. Mais lorsque vous avez, votre projet dépasse les 50 millions, il vaut mieux aller directement vers une banque. Il y a une dizaine de banques, sinon une quinzaine de banques qui sont en partenariat déjà avec le FNDA. Donc, sur la plaquette là, c'est déjà indiqué les banques qui sont déjà en partenariat avec le FNDA. Donc, c'est vers ces banques que vous vous tournez. Et le gouvernement est en train d'aller, c'est-à-dire d'élargir cette base-là, parce qu'amener d'autres banques à coopérer dans cette action-là. Donc, lorsque vous êtes intéressé comme ça, il y a les formulaires à retirer au niveau de cette structure-là que nous avons cité tantôt. Vous suivez les formulaires, vous renseignez en fonction des différentes rubriques et vous avez votre dossier qui est bon. Il y a des prestataires de services non financiers
et qui sont là pour vous aider. C'est vrai qu'ils ont leurs conditions. Lorsque vous allez vers, ils sont une douzaine aujourd'hui dans le territoire national, ils vont regarder ensemble avec vous votre dossier, mettre ça sous la forme qu'il faut et vous accompagnent même à la banque pour défendre le dossier ensemble. Et lorsque ça passe, vous avez le financement. Mais là, c'est un crédit, c'est un prêt qu'on vous fait. Et les gens sont là pour vous suivre. Le délai de remboursement, ça va de 3 à 5 ans. Donc, voilà un peu les informations complémentaires qu'on peut donner. Il y a aussi des lignes de bonification. Lorsque vous voulez importer, par exemple, un équipement agricole, il y a beaucoup de bonifications qui se font à ce niveau-là. Puisque nous sommes dépendants de la SERER par rapport aux engins, les équipements de transformation, tout ça là. Donc, le gouvernement a compris tout ça là, est en train de faciliter les choses. Vraiment, merci beaucoup, DG, pour ces informations complémentaires que vous avez apportées, parce que c'est très important pour les opérateurs économiques de disposer de ces informations pour pouvoir mieux s'organiser. Parce que là, avec la question de M. Dansou, nous sommes allés beaucoup loin. On a, je crois, pu décortiquer beaucoup de questions qui n'ont pas été posées. Je crois aussi que les intervenants, s'ils sont en ligne et qui nous suivent en ce moment, ils disposent encore de 7 minutes. Le temps imparti à nous étant en train de tirer vers sa fin pour pouvoir poser les différentes préoccupations pour qu'on puisse avancer. Merci bien, DG. Merci à vous. Monsieur Klidaï demande la main. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci bien et merci au DG pour toutes les explications. On a beaucoup parlé de garantie, la garantie des prêts. Je voudrais demander, c'est juste pour relayer la question d'un opérateur économique, je voudrais demander qu'on nous explique un peu comment fonctionne cette garantie. Merci. Monsieur Isaka, Oui. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce que je disais tantôt, c'est que lorsque vous êtes un opérateur économique, pour le cas d'espèce du secteur agricole, vous allez vers une banque. Vous dites, je veux installer une unité, par exemple, de transformation de noix en amande ou une unité de transformation de beurre de qualité. Donc, c'est-à-dire de noix de qualité en beurre. L'unité va me coûter 50 millions. 50 millions. Voilà que je n'ai pas d'argent. Je veux la ligne de crédit. Je veux une ligne de crédit. Vous allez vers une banque ou vers une structure financière décentralisée, ce que nous appelons communément institution de microfinance, qui sont partenaires, bien sûr, partenaires de ce programme-là. Parce que la liste des structures qui sont partenaires du programme existe. Lorsque vous prenez la plaquette, la liste est annexée à ça. Donc, il montre, vous avez un dossier que le prestataire de services non financiers vous a accompagné à monter. Ou vous avez la possibilité de faire ça par vous-même. Vous faites votre dossier proprement et vous allez vers l'une de ces structures, la banque ou SFD. Bon, la banque peut dire, pour votre crédit que vous demandez là, j'ai besoin d'une garantie, je dis de n'importe quoi, hein, de 5 millions. Garantie 5 millions. Vous devez garantir le produit à 5 millions. Déposer une caution, 5 millions. Avant qu'on ne vous débloque les 50 millions. Parfois, c'est objet de blocage. C'est-à-dire l'intéressé n'a pas les 5 millions pour déposer comme garantie. Le gouvernement dit, bon, moi je prends en charge 50% de ça. Donc 2 500 000. Donc finalement, c'est 2 500 000 qu'on va te demander de déposer, puisque le gouvernement a déjà au niveau de ces banques partenaires ou SFD des lignes qui sont destinées à garantir ces financements-là. Donc, on ne vous demande plus que 2 500 000. Et là,
c'est pour ces 2 500 000 que vous mobilisez pour aller déposer sous forme de garantie. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau de cette garantie. En plus de ça, monsieur Kid, le FNDA, dans son partenariat avec les SFD ou les banques, a conclu des clauses par rapport auxquelles le taux d'intérêt, si le prêt que vous prenez, si la banque faisait un taux d'intérêt à 2 chiffres, mettons 12%, le FNDA s'est déjà arrangé pour que ce taux d'intérêt ne soit plus que de 1 chiffre maintenant. Donc, vous n'allez plus jamais dépasser les 9% de taux d'intérêt sur le financement que vous allez obtenir pour promouvoir vos activités. Voilà en gros ce qu'on peut vous répondre. Merci. Merci beaucoup, DG, M. Isaka et M. Kodjo pour les brillantes explications que vous avez apportées. Je crois que nous ne sommes pas, la jeune chambre ne s'est pas trompée en vous choisissant aujourd'hui pour animer ce café numérique. Toutes les explications ont été apportées. Je crois que les intervenants aussi en ont eu pour leur part. Je crois que nous allons vous donner la parole pour votre mot de fin, le temps étant parti. Merci bien. OK, merci beaucoup. D'abord pour l'intérêt que vous avez porté sur notre agence, qui est une agence qui couvre depuis le Borgou Sud jusqu'à Djidja. Donc, ceux qui sont dans ce lot-là, dans cette portion du pays, c'est-à-dire de Djidja en passant par les collines, la Donga, et jusqu'au niveau du département du Borgou, donc on est ensemble. Nous avons aussi on veut dire à nos auditeurs que il ne faut pas s'improviser entrepreneur. C'est-à-dire que pour réussir vos affaires et avant d'aller vers un financement extérieur, il faut avoir fait l'expérience de cette affaire-là pendant quelques années d'abord et chercher à comprendre tous les contours, à maîtriser tous les contours. Et en ce moment, si vous allez vers le financement, vous allez bien utiliser ce financement-là. Mais s'il faut prendre le financement pour aller se chercher, c'est là où les problèmes commencent. Donc, on leur dit, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire bien réfléchir, savoir dans quoi ils veulent investir et ne pas investir dans un secteur où on n'a pas la maîtrise de tous les éléments, de tous les contours. Donc, voilà un peu ce qu'on peut leur dire. Il ne faut pas dire que, bon, il y a des ressources qui sont là, j'irai chercher et c'est ensuite, après ça, maintenant, on va commencer par réfléchir sur ce qu'on veut faire avec l'argent. Il y a aussi que les projets ne sont pas les mêmes. Les projets ne sont jamais identiques. Ce n'est pas parce que Constant a écrit un projet sur la transformation de noix en beurre de qualité et que c'est bon et le FNDA a accepté de financer, qui va passer le projet à KID, qui va dire, bon, je copie, je colle, je change les noms et je vais faire la même chose juste pour avoir l'argent. Non. Il faut que ce soit des projets qui émanent de vos compétences, qui émanent de vous, de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire. Donc, voilà les conseils qu'on peut donner aux uns aux autres. Je ne sais pas si M. Kodjo... C'est bon. Voilà. Merci. Et beaucoup de courage et beaucoup de volonté à nos jeunes. Les pôles n'attendent que leurs sollicitations. Les cellules communales ne font qu'attendre leurs demandes pour les amener sur le chemin de la promotion de leurs activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Isaka. Merci beaucoup, M. Kodjo. Et merci pour tous les sages conseils que vous avez su prodiguer. Je crois que les intervenants en tiendront compte dans leur prise de décision. Je profite de la même occasion pour dire que ça fait partie des objectifs de la CCIB dynamique d'actuel, parce qu'aujourd'hui, la CCIB n'est plus là pour forcément pour recueillir les fonds de recettes, de résidus de commerce et consorts, mais nous sommes là aujourd'hui
pour accompagner aussi les structures. Nous sommes là pour pouvoir les former. Nous sommes là pour pouvoir aussi les défendre en cas de besoin. Donc, nous allons prier aussi tous les intervenants qui sont en ligne et qui sont préoccupés par les soucis d'entreprise, de création et consorts, de pouvoir se rapprocher aussi de nos conseillers d'entreprise qui pourront les conseiller, les orienter dans le sens, dans le bon sens, pour ne pas naviguer à vue. Nous sommes ainsi au terme de notre second café numérique. Je voudrais, au nom de M. Arnaud Dakapo, président de la CCIB, remercier M. Isaka Kassimou, directeur général de l'ATDA4 et son collaborateur M. Kodjo, qui ont bien voulu accepter, exposer aux opérateurs économiques les contours sur le thème coton, l'anacarde et les vivriers. Je saisis la même occasion pour remercier tous les intervenants, en particulier M. Dansou qui a posé clairement ses préoccupations auxquelles on a apporté beaucoup de réponses. Mes remerciements vont également à l'endroit du président de la Jeune Chambre internationale Cotonou, Saphir, et à toute son équipe pour cette initiative que la CCIB expérimente avec elle depuis l'année passée. Je remercie le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le bureau consulaire, pour l'organisation de cette séance. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que la présentation du directeur général de l'ATDA4 sera sur notre site internet www.ccib.bj. Et pour contacter la CCIB, il vous suffira d'écrire à l'adresse info.ccib.bj. Je vous souhaite à tous une bonne poursuite de vos activités et un très bon week-end. Je vous remercie.